Le 19 février 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Les 5 gentlemen maudits, texte intégral. Ce film est, d'assez loin, le meilleur ouvrage de M. Julien Duvivier. Nous avions assez médiocrement apprécié David Golder, film théâtral, conventionnel, sans âme, alors qu'il s'agissait justement de préciser une atmosphère morale. Auparavant, M. Duvivier, tout en se livrant çà et là à de louables expériences, oscillait entre les formules platement commerciales et les clichés dits d'avant-garde. Dans Au bonheur des dames en particulier, où il se livrait tout à coup à des exercices rythmiques et superflus. Les 5 gentlemen maudits renouent plus heureusement avec une tradition éprouvée mais non épuisée. On a demandé aux journalistes de ne pas dévoiler l'intrigue. Nous nous prêtons bien volontiers à ce jeu, en demandant toutefois que l'on affiche très visiblement aux portes de l'Olympia les heures où commence ce film, pour que les spectateurs ne courent pas le risque d'en voir d'abord les 200 derniers mètres. Pour notre part, il ne nous semble d'ailleurs pas que la surprise soit ici un élément capital. Il est même fort heureux que le film puisse retenir par de plus solides qualités, car on a vu assez souvent des scénarios plus piquants. Il s'agit en substance de 5 jeunes gens, 4 Anglais et un gentilhomme breton, un peu candide et nouveau millionnaire. Ils voyagent au Maroc. Dans une foire, un sorcier indigène leur jette un sort. Ils mourront tous avant la prochaine lune, dans un ordre déterminé, le breton étant le dernier. De fait, on apprend bientôt le trépas des 2 premiers, puis c'est le 3e que l'on retrouve avec un couteau entre les omoplates. Naturellement, il y a un secret et un coup de théâtre, ni l'un ni l'autre, tout à fait inédit. Cet argument a surtout l'intérêt d'avoir pu supporter un film d'action qui nous ramène au meilleur temps des extérieurs, avec tous les perfectionnements techniques acquis ces dernières années, moins, de temps en temps, et nous ne nous en plaindrons pas, le bruit. Nous savions que M. Duvivier était un bon paysagiste. Il a trouvé cette fois l'occasion de le manifester avec un certain éclat, en allant tourner son film au milieu de cadres réels et longuement, adroitement choisis. Il y a maintes pages excellentes dans cet album marocain, les plus rapides surtout, décelant l'influence heureusement assimilée de quelques imagiers russes. Villages rôtis de soleil, oliveraies, champs de blé bornés par des contreforts arides et déjà désertiques, dont la seule vue annonce l'insécurité du pays, avant même qu'ait sifflé la balle d'un pillard nomade. Nous aimons un peu moins la grande poursuite finale, à droite, mais qui manque de ponctuation. Au contraire, les randonnées à travers les rues grouillantes des villes, les marchés ou les oasis, tournées pour la plupart en muet, sont diverses, pittoresques, sans insistance. Enfin, la caméra se promène au lieu d'enregistrer des défilés. Bien que faisant une part très large aux éléments d'un exotisme connu, M. Duvivier ne nous ennuie pas, parce qu'il court, comme nous l'avons si souvent réclamé, aux humbles, aux vivantes et véritables curiosités. Les lumineuses photographies, en soi, sont d'ailleurs du très beau travail, à quoi l'on ne pourra reprocher peut-être de temps en temps qu'un fignolage excessif. L'interprétation semble d'abord assez mêlée. Aux côtés de l'excellent René Lefèvre, on reconnaît un Marc Danzer, inoffensif mais nul, avec des gestes mous et une petite voix blanche qui ne faisait déjà pas merveille dans Rony. Par bonheur, c'est l'un des premiers trucidés, avec quelques autres qui ne valent pas beaucoup mieux. Restent en scène, jusqu'au bout, les plus solides comédiens de la troupe. René Lefèvre, qui n'aurait plus qu'à élargir un peu quelques-unes de ses mimiques, nous divertit toujours infiniment.
Le voilà tout à fait installé dans son personnage si humain et nuancé, de comique sentimental, un peu naïf, assez touchant, souvent distrait, toujours impulsif. On s'imagine pour commencer que l'on a voulu faire jouer à M. Harribor les vieux rigolos, en s'étonnant de la singularité de ce choix. Mais l'on comprend bientôt qu'il ne doit animer qu'une silhouette d'original. M. Harribor a un faciès prodigieusement cinématographique, et il a trouvé ici quelques indications à l'emporte-pièce. Ajoutons qu'il tourna ce film dans de pénibles circonstances morales, son travail ayant été interrompu par un deuil cruel. M. Le Vigan fait avec sobriété un anglais de fantaisie, passablement caricatural, cave et long. Souhaitons que M. Julien Duvivier ait trouvé sa voie. Puisqu'elle demande plus de conscience et d'habileté manuelle que d'invention, on ne pense pas qu'il y rencontre de bien sérieux obstacles. On lui demandera seulement de renoncer à la virtuosité superflue, comme dans les jeux sur le pont du navire, et à regarder les événements et les hommes bien en face, plutôt que de tourner autour et de renverser les perspectives, ce qu'il fait dans la scène du poteau rose, qui devient alors trop longue et dont on ne comprend plus très bien le mécanisme. On a visiblement trié sur le volet la collaboration. Les intérieurs sont de Mearson et, bien entendu, du plus joli orientalisme. La partition de M. Jacques Ibert est importante, trop importante même. Il est à peine besoin de dire ici, après Lucien Dubèche et Dominique Sordet, en quelle estime il faut tenir Jacques Ibert. Deux musiciens français ont, jusqu'à présent, fait une alliance ouverte avec le cinéma. L'un, M. Georges Auric, est un pasticheur avéré et de plus maladroit. Après avoir écrémé tous les clavecinistes du XVIIIe siècle, il a démarqué sereinement de vieux foxtrots américains que, pour son malheur, on n'a pas encore tout à fait oublié. Flaprette, entre autres, dans le film de M. Jean Cocteau. Le second, M. Jacques Ibert, auteur d'Angélique, des Escales, s'oppose exactement à M. Georges Auric, par l'habileté, l'ingéniosité, l'élégance, l'humour. C'est le premier compositeur qui, de nos jours, est résolu spirituellement, pour Don Hugo, par exemple, le problème de la musique de scène. L'on attend de lui, impatiemment, une réussite analogue à l'écran. Il paraît encore embarrassé par le minutage, beaucoup plus rigoureux que celui du théâtre. Dans Les 5 gentlemen maudits, il a une tâche lourde. Il lui faut boucher bien des trous, raccorder 20 dialogues, alors que le film n'offre, pour ainsi dire, aucun prétexte musical. M. Jacques Ibert est bien forcé de s'en tenir à un exotisme passe-partout, où l'on reconnaît mal sa main. On le regrette d'autant plus que l'installation acoustique de l'Olympia est sans doute la plus perfectionnée de tout Paris.